Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 149. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour, je suis Johanna, je suis la coach de projet littéraire de l'ICAR et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une nouvelle autrice pour une interview super intéressante. Je te propose de découvrir Alison Germain, que tu connais aussi peut-être comme Lily Bookin, parce qu'elle est aussi booktubeuse et instagrammeuse sous ce pseudo Lily Bookin. Alison, c'est une autrice d'urban fantasy qui a sorti une trilogie d'urban fantasy sur fond de mythologie grecque aux éditions du Chat Noir, avec un premier tome sorti en 2017 et surtout le tome 3 qui est sorti en avril 2022. Avec Alison, on a parlé de finir une série et de la pression que tu peux ressentir à devoir aller jusqu'au bout de ton projet quand le premier tome est enfin paru. On a parlé du perfectionnisme qui peut aussi te bloquer sur ton premier jet et des séances d'écriture collective qui peuvent t'aider à te remotiver quand tout seul c'est un peu plus compliqué. N'oublie pas qu'au-delà du podcast Devenir écrivain, l'ICAR c'est aussi un organisme de formation qui te propose une super formation pour apprendre à écrire un roman et savoir comment le présenter aux éditeurs. Et nous avons aussi une newsletter à laquelle tu peux t'abonner en allant sur le site licar.fr, licares.fr. Sans plus attendre, retrouve-moi avec Alison Germain, dite Lily Bookin. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle autrice pour une interview. J'ai nommé Alison Germain qui est aussi quelqu'un que vous connaissez peut-être sous le pseudo Lily Bookin puisqu'elle est booktubeuse et instagrammeuse. Coucou Alison, bienvenue dans notre podcast. Bonjour et merci de m'accueillir, ça me fait très très plaisir d'être là. Bah écoute, moi, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas que tu es booktubeuse et je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas, au contraire, que tu écris des romans. C'est possible. Donc, Exactement. ça va être l'occasion pour nous aujourd'hui de permettre à nos auditeurs de découvrir un petit peu qui tu es, ce que tu écris et comment tu travailles. Et justement, je veux te demander, qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Est-ce que ça fait très longtemps que tu écris, mais que tu écris pour toi, ou est-ce que tu as surtout commencé en tant que booktubeuse, en tant que lectrice passionnée qui voulait partager ses lectures? Alors, en fait, très bonne question, parce que du coup, j'écris, enfin, ma passion première, de toute façon, c'est la lecture et l'écriture. J'ai commencé, je crois, mon premier roman, je devais être en sixième, donc aux alentours des 11-12 ans, je pense. Mais même avant ça, ma mère me racontait que j'étais tout le temps dans la lune, que j'étais tout le temps en train de dessiner, parce que j'aime dessiner et peindre également, c'est une autre de mes facettes. Je ne savais même pas encore écrire que je demandais à mes parents de remplir en gros les bulles de mes dessins pour en faire des histoires. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote dont je ne me souviens pas moi-même, mais voilà, que ma mère aime bien raconter aux gens comme ça quand elle dit que j'écris des livres, c'est un truc qu'elle raconte un petit peu. Et voilà, donc vraiment l'imaginaire est là depuis toujours, l'envie d'écrire des histoires est là également depuis très très longtemps, alors que YouTube et Instagram un petit peu plus tard sont venus, j'étais déjà adulte, quoi, parce que j'ai commencé YouTube, j'avais 21 ans, je crois, j'en ai Il y 31 a aujourd'hui. 6 ans à peu près, je suis allée voir les premières vidéos, c'est ça, je me Alors trompe non, pas? parce que les premières vidéos sont plus disponibles parce que ça correspond plus du D'accord. tout à qui je suis, enfin, ou du moins, c'est plus du tout les mêmes. Enfin, voilà, j'ai commencé en juillet, je crois, c'était le 21 juillet, je me souviens parce que c'était juste avant l'anniversaire de ma sœur, le 21 juillet 2011. Voilà, donc ça fait Ok. 10 ans. Ok, donc oui, ça fait plus de 10 ans, quoi. C'est énorme. Ouais, et j'avais effectivement le blog à côté. J'avais le blog à côté parce que j'avais commencé le blog et la chaîne en simultané. J'ai abandonné le blog à un moment donné pour me consacrer que au format vidéo. Et après est venu Instagram, etc. Donc ça a évolué depuis. Mais oui, la question. Enfin voilà, T'étais dans j'écrivais les avant de. premières, en fait. T'étais dans les premières Ouais, oui, tout à booktubeuses fait. Avec françaises. il y avait Margot, il y a Margot Liseuse, il y avait Bulldog, je crois qu'elle était déjà là aussi. Il y avait Jess Livradic, il y avait pas mal de monde, ouais. Énorme. Et après, tu as embranché un petit peu sur Instagram quand le réseau il a pris un peu d'ampleur, c'est ça?
Tu as doublé avec Insta? Heu, oui, alors en fait, Instagram, c'est vrai qu'au départ, je j'étais pas très réseaux sociaux, moi, de base, dans ma vie perso. J'avais un compte Facebook, mais j'y allais jamais vraiment, pour moi. Je ne partageais pas vraiment sur les réseaux sociaux en tant que tel, à part sur YouTube, quoi, qui en est un, mais c'est pour moi un réseau social un petit peu différent. Et je me suis pris au jeu d'Instagram parce que c'était de la photo, c'était du joli, c'était du visuel. Alors ça l'était peut-être un peu moins à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. On faisait un petit peu moins attention à la qualité de ses photos et cetera et on réfléchissait peut-être un petit peu moins à son contenu. Mais il y avait aussi un charme à ça quelque part. Et donc je me suis pris direct heu, par Instagram en fait parce que j'ai trouvé ça, chouette de pouvoir échanger et j'ai trouvé tout de suite, ouais, une communauté sur Instagram, alors également sur YouTube, mais je Mais trouvais c'était pas la même, c'était pas ouais, la même façon d'échanger avec les gens, c'est ouais, sûr. exactement. Les messages privés, notamment quand les stories sont apparues, je crois que c'était 2016, quelque chose comme ça. Hem, il y avait cet échange en message privé direct que j'ai toujours aujourd'hui et que j'adore, qui était pas forcément présent sur YouTube où là, on était plus sur, des commentaires plus enfin, publics et plus généraux, on va dire. Alors que sur Instagram, j'ai trouvé vraiment des gens avec qui j'échange encore aujourd'hui, sur divers sujets, sur des lectures, mais pas que. Est-ce que tu es intéressé par TikTok? Ma question est Alors, absolument orientée parce qu'on se pose beaucoup de questions sur TikTok pour les auteurs. C'est ouais. même un réseau que on recommande en fait aux auteurs qui nous demandent bah, aujourd'hui, en 2022, sur quoi je me lance, si je dois me lancer. Donc ça m'intéresse de savoir ce que toi tu en penses. Bah, alors c'est vrai que c'est une facette de moi qu'on n'a pas encore évoquée, mais je travaille également dans les réseaux sociaux et notamment dans la formation pour, D'accord. Ah ben tu vois, les indépendants. pour nos auditeurs, je ne savais pas. Je découvre au fur et à mesure des questions. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout. Donc effectivement, je m'intéresse forcément aux réseaux sociaux et j'accompagne notamment alors le public que j'accompagne, c'est plutôt des boutiques, des commerçants, ce genre de public-là. Beaucoup me posent également la question de TikTok. Alors c'est vrai que moi-même, j'ai un compte TikTok. Je crois que j'ai une vidéo dessus, c'est tout. Mais je reconnais qu'il y a un vrai potentiel dessus. Après, je n'ai pas encore assez étudié la question pour, pour émettre un avis, complet et définitif sur, même si on peut jamais être définitif Je avec te les réseaux prends un peu sociaux. de cours, hein, mais c'est sûr en plus que quelqu'un comme toi qui a déjà en fait des comptes qui marchent et qui sont et que tu développes, que ce soit sur Facebook ou sur Facebook, Mmh. sur YouTube ou sur Instagram, bon, je m'attendais pas à ce que tu me dises que tu allais te lancer et investir TikTok à fond, mais voilà, c'était intéressant pour moi de savoir Bah, si je tu suis avais en vrai pensé. questionnement. Je suis en vrai questionnement avec moi-même parce qu'effectivement, je ne consomme pas moi-même beaucoup de TikTok parce que, je sais pas, je suis pas forcément enfin, j'aime tellement Instagram, en fait, que j'ai l'impression de Oui. faire une infidélité à Instagram quand je vais sur TikTok, même si j'apprécie, voilà, de trouver du contenu, il y a du contenu que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que l'algorithme est un petit peu, voilà, bruyant, très particulier et cetera. C'est pas moi, je suis quelqu'un de très calme, très posé, donc ça me correspond un peu moins peut-être. Néanmoins, je trouve que, bah, enfin, comme n'importe quel réseau social, TikTok, ça reste un outil et un outil, on en fait ce qu'on en veut finalement. Donc après, c'est à chacun d'investir un petit peu cette plateforme s'il en a envie, de la manière, voilà, qu'il souhaite et en étant fidèle à lui-même. Je pense qu'on peut faire, plein de belles choses. Ça marche. Je recentre un peu mes questions sur ton parcours d'autrice maintenant. Oui. Donc, on disait que t'as toujours écrit, en fait, ça a toujours été quelque chose qui te passionne, mais Mmh. tu as concrétisé ça ces dernières années avec la publication d'une trilogie d'urban fantasy sur fond de mythologie grecque aux éditions du Chat Noir. Donc, le premier tome, il est sorti en 2017 et le troisième tome, tu l'as publié cette année en 2022. Et donc, comment on en est arrivé à cette réalisation, à cette publication? Comment est-ce que tu t'es décidé à partir sur cette histoire? Est-ce que tu avais écrit d'autres romans que tu as présentés et qui n'ont pas été publiés avant? Ou est-ce que c'est ton premier roman, entre guillemets, abouti et tout de suite tu as décroché un contrat? Raconte-nous cette aventure. Alors, effectivement, j'écris depuis que je suis très jeune. J'ai évoqué le fait que j'ai commencé un premier roman quand j'avais, voilà, 11 ans, je pense. J'étais en sixième, je me souviens et c'était,
C'était, en gros, je racontais les jeux qu'on avait avec ma sœur et mes cousins. Voilà, on avait chacun un personnage défini, on faisait des aventures, etc. Je crois qu'on allait visiter plein d'îles désertes et il nous arrivait plein de choses. Et donc, je retranscrivais ces histoires-là dans ce premier roman qui, je pense que je ne pourrais jamais le retrouver parce qu'il doit être sur une disquette quelque part. À l'époque, il y avait des disquettes. Et j'ai écrit depuis d'autres romans. Au lycée, j'ai écrit 2 romans, je crois. À la fac, j'en ai écrit un autre. Mais effectivement, l'histoire des Chroniques Homérides, ou du moins du premier tome qui s'appelle Le Souffle de Midas, elle m'est venue en 2012 quand j'étais jeune fille au pair en Angleterre. Donc j'ai D'accord. commencé à écrire Le Souffle de Midas là-bas, parce qu'effectivement, j'avais, alors pour résumer un petit peu l'histoire au moins du premier tome, donc dans Le Souffle de Midas, on suit donc une jeune femme qui s'appelle, enfin une jeune fille, elle a 19 ans, donc une jeune femme, qui s'appelle Louise, qui est donc anglaise, qui vit en Cornouailles, à l'endroit exact où moi j'étais jeune fille au père, et qui en fait, un soir, suite à une tragédie, va découvrir qu'elle est une héritière d'Homère, et qui donc, grâce ou à cause de ça, va hériter d'un pouvoir assez encombrant, donc, qui est donc le souffle de Midas. Pour ceux et celles qui sont familiers avec la mythologie, donc elle va pouvoir toucher, enfin, en gros, changer en or les objets qu'elle touche. Voilà, ça c'est le pitch de base. Et effectivement, il lui arrive plein de péripéties. Et donc, cette idée du souffle de Midas, de cette fille qui avait dans les mains voilà, cette malédiction, parce qu'elle considère que c'est une malédiction au départ, euh, je l'avais depuis longtemps, ça traînait dans ma tête, etc. Mais j'avais juste son personnage, en fait. Je ne voyais pas d'autres choses autour, je n'avais pas encore l'univers, et ça a mis longtemps à venir. Et en fait, c'est un soir où c'était un week-end, j'étais encore jeune fille au père là-bas, je rentrais d'une expédition, j'avais été visiter je sais plus quoi, un truc, et je rentrais le soir là où je logeais. Et j'ai traversé une rue et d'un coup, en fait, j'ai vu une scène. Donc, une des scènes, je crois que c'est le chapitre numéro 2 ou 3, je ne sais plus, du tome 1. Et en fait, c'est de là que tout est parti. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire. Donc, effectivement, 2012-2017, il s'est passé un laps de temps assez important avant la publication. Il y a eu plusieurs versions de ce premier tome. Au départ, ça devait être une duologie. Après, ça a été, je l'ai réfléchi en tant que trilogie. Voilà, il y a eu tout un processus. Et j'avais rencontré déjà, par le biais de mon autre activité de booktubeuse, parce que j'étais booktubeuse déjà depuis 2011, j'avais déjà rencontré les éditions du Chat Noir, d'autres maisons d'édition, etc. Et c'est vrai que Mathieu, donc mon éditeur au Chat Noir, discutait souvent avec moi, et je lui avais parlé de ce projet que j'avais plus ou moins ficelé un premier tome, etc., mais que j'étais pas trop sûre de moi à cette époque-là. Et du coup, il m'a demandé de le lire. Donc c'est comme ça que du coup j'ai D'accord. rencontré les éditions du Chat Noir. Et bah, la suite après, ça s'est Ça a enchaîné assez été, rapidement. au final, en fait, tu ne l'as proposé que au Chat Noir ou tu avais dans l'idée de le présenter peut-être à d'autres personnes? Tu attendais le retour des éditions du Chat Noir avant de voir ce En qu'il y a. fait, quand Mathieu m'a demandé s'il pouvait le lire, j'avais. Pour moi, le roman n'était pas abouti, en fait. Enfin, il était fini, le premier jet était fini, mais il n'était pas abouti. J'étais pas encore. Je voulais le publier. Je savais que c'est un rêve que j'ai depuis une gamine, mais je n'étais pas encore trop sûre de moi, donc j'attendais un petit peu avant de l'envoyer. Et c'est vrai que bah, du coup, cette proposition. Alors, j'avais publié les premiers chapitres sous le conseil de mon amie Nine Gorman, qui est également autrice et booktubeuse, de le publier, enfin publier les premiers chapitres sur Wattpad. Moi, je ne savais D'accord. pas trop, en gros, ce qu'était Wattpad. Je lisais pas trop de fiction sur Wattpad, pas vraiment. Et m'a dit, mais si, tu vas voir, tu auras plein de retours de lecteurs et tout, ça va être hyper enrichissant pour toi, machin. Donc, j'avais commencé à publier, voilà, à ce Et tu moment-là. as eu plein de retours de lecteurs? J'ai eu plein de retours de lecteurs, ouais. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Et puis voilà, après, ça s'est enchaîné. Et du coup, la discussion avec Mathieu et puis le reste. Au final, tu as mis combien de temps à l'écrire ce premier jet? C'est-à-dire, tu lui as donné en lecture à Mathieu au bout de combien de temps? Entre le moment où tu as commencé l'écriture de ce premier jet et le moment où ça y est, tu t'es lancé, tu l'as donné à lire à un éditeur. Je pense, je pense 2015, je dirais. Donc ouais, quelques années. Parce que ouais, j'ai commencé fin 2012. On était, je crois, aux alentours d'Halloween, à peu près. J'ai cette Cette vision idée-là en d'Halloween. tête. Ouais, je crois. Donc, ouais, je dirais 3-4 ans, à peu près. Et tu as été beaucoup plus vite pour le tome 2 et 3 ou ça a été...
Ou relativement, Ouais. relativement. Tu as l'impression Heu, que ce que je veux dire, c'est que ça a été plus facile une fois que tu avais, ce 1er tome qui était écrit? Ou est-ce que c'est pas l'impression que tu as? En fait, les difficultés sont pas pareilles. Enfin, D'accord. c'est complètement différent pour moi. Alors effectivement, quand on est sur un premier jet, et qu'on n'a jamais été publié, qu'on n'a jamais été relu, parce que j'avais quelques amis qui me relisaient à l'époque, Quelques bêta lecteurs? certaines de mes histoires, mais en fait, Mmh. ouais, alors bêta lecteur, c'est un grand mot puisque c'était mes meilleures amies, en fait, donc elles étaient juste gentilles. Elles me disaient que c'était génial, mais c'est pas ça de la bêta lecture pour moi. Elles te Enfin, c'est faisaient pas ça. pas de retour sur le texte pour que tu corriges, en fait? C'est juste qu'elles Non, lisaient ouais, ouais. si elles avaient aimé, c'est ça? Ouais, ouais. En gros, je leur donnais les chapitres au lycée, je me souviens, je leur donnais les chapitres, un peu au compte-gouttes et c'était un peu le feuilleton de la semaine, quoi. C'était, bah, voilà, un nouveau chapitre, machin mais j'avais pas vraiment, en fait, de vrais retours sur mes écrits avant du coup de le proposer au Chat Noir. Donc ça a été une vraie expérience pour moi, hyper enrichissante, qui m'a bien sûr aidée, pour l'écriture du tome 2, pour l'écriture du tome 3, qui m'a permis d'évoluer en tant que personne, en tant qu'autrice. Hem, mais voilà, Est-ce que ça je a été difficile à un moment de recevoir des critiques justement? D'avoir, pour la première fois quelqu'un qui te dit: «Ça, faudrait le changer» ou «Ça, je comprends pas». Je sais pas quel type de critiques ils t'ont fait, mais est-ce que tu l'as bien vécu d'une manière générale ou est-ce qu'il y a des fois où c'était un peu dur à encaisser? alors ça se fait en 2 pour moi, ça se fait en 2 temps, mais encore aujourd'hui, hein. Même si je sais que c'est pour mon bien. Hem, bon, je ne sais pas si ça vient de mon signe astrologique, mais je suis quelqu'un Tu quel d'assez signe? Vas-y, dis-nous. contradictoire. Tu quel Je signe? suis Gémeaux, Gémeaux? et je je suis Gémeaux pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, souvent quand je reçois le fichier, et enfin, quand je reçois l'édito, avec toutes ces petites notes, et tout ce rouge partout, je suis, un peu agacée où je me dis: «Oh, il faudra que je retravaille» et cetera, ou des fois j'ai pas envie d'y aller et en fait, je sais pertinemment que c'est pour la première, le premier édito que j'ai reçu de Mathieu pour le tome 1, je m'attendais vraiment à le recevoir de manière beaucoup plus, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus Oui, difficile oui. à recevoir ça personnellement et en fait, je crois que Tu as tout de suite, réussi je à me suis mettre de rendue la ouais, distance. exactement et en fait, tout ce qu'il me disait alors j'ai forcément, on a eu des discussions, il y avait certaines choses que j'avais pas envie de changer parce que, j'avais mes raisons et d'autres où il m'a exposé ses points de vue et où j'ai trouvé ça intéressant. Donc en fait, moi, j'ai trouvé enfin, j'ai en mon éditeur, en l'occurrence, j'ai trouvé un véritable allié. Voilà, je lui faisais confiance sur certains Tu es points et allé dans cette cetera, où je savais que relation, ouais, auteur-éditeur en te disant: «C'est un partenaire et c'est quelqu'un ouais, qui est là pour que mon livre il exactement. soit encore meilleur», en fait. Donc tu Oui, y allais avec le bon état d'esprit, c'est-à-dire tu t'es dit: «Ben, de toute façon, je vais leur faire confiance». Hem c'est exactement ça. D'accord. Comment est-ce que, tu vois justement maintenant un petit peu le rapport entre les auteurs et les éditeurs? Donc tu as cette, expérience avec Le Chat Noir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était, complètement différent de ce, que tu pensais que ce serait à l'époque où tu n'avais pas encore publié, à l'époque où tu étais, booktubeuse et tu voyais ça du côté lecteur? Ou est-ce qu'au contraire c'était plutôt une expérience qui était, comme tu t'attendais à ce qu'elle soit? Est-ce que tu as grâce à cette expérience qui se passe bien avec Le Chat Noir, un peu une idée justement de qu'est-ce qu'est un bon éditeur et comment est-ce qu'un bon éditeur se comporte avec un auteur? Alors, c'est vrai que du coup, je pense que j'avais aucune attente, ou du moins je m'imaginais pas ce qu'était réellement, une relation entre un éditeur et un auteur, autre que ce que je pouvais voir dans les films où c'est hyper, enfin souvent c'est films américains en plus, donc c'est pas du tout pareil qu'en France, où voilà, il y avait cette, quand même cette relation, entre, la relation business et la relation amicale. En tout cas, c'est ce que j'avais comme idée en tête, mais j'y avais pas vraiment réfléchi. Je savais que je voulais être publiée, je savais qu'on allait me demander de retravailler un texte et ça, j'appréhendais beaucoup à la base et comme je l'ai dit, j'ai plutôt bien vécu, le premier édito. Au contraire, je l'ai vu comme un partenariat, je l'ai vu comme quelque chose qui pouvait me permettre de m'améliorer. Donc en fait, j'ai eu que des bonnes surprises, en fait. Alors après, c'est vrai qu'avec Le Chat Noir, c'est un cas de figure un peu différent, d'une maison d'édition classique parce que c'est une petite maison, enfin une petite moyenne maison d'édition. Donc on a vraiment ce côté un peu familial, un peu cocon, on se connaît tous, on met la main à la pâte, quand il faut, enfin voilà, c'est hyper convivial, c'est hyper chaleureux
Et je sais que donc moi, je travaille plus avec Mathieu parce que du coup, ils sont 2 au Chat Noir. Il y a Mathieu et Cécile. Moi, je travaille davantage avec Mathieu pour les éditos. Mais j'ai vraiment cette relation, enfin Mathieu est un ami pour moi. Donc en fait, c'est je sais pas si c'est une relation privilégiée, je sais pas si ça se passe comme ça avec tous les éditeurs. Je Je pense que n'ai ça que se cette passe pas comme ça avec tous les éditeurs. Donc, c'est d'autant une meilleure relation quand tu as l'impression que la personne avec qui tu travailles, c'est quelqu'un avec qui tu es vraiment connecté et avec qui tu ouais. aimes passer du temps, en fait. Donc, c'est Alors bien sûr, génial. on n'est pas d'accord tout le temps sur tout, c'est sûr, mais on se le dit aussi. Donc en fait, c'est vrai que en ce sens-là, je m'estime vraiment chanceuse d'être tombée, sur les éditions du Chat Noir, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça J'aimerais répond à la question? Oui, carrément. Bah, ça répond à ma question, merci. J'aimerais enchaîner sur un petit peu ta routine d'écriture et comment toi tu travailles en tant qu'autrice. Donc, tu nous as Ouais, expliqué que quand tu t'es lancée dans l'écriture des chroniques au Méride, tu étais jeune fille au père. Donc, c'était un moment un petit peu particulier parce que tu avais cette activité. En plus, t'étais pas chez toi, tu n'étais pas en France. En plus, complètement. tu avais ta chaîne YouTube Mmh. pour laquelle il fallait produire du contenu. Et ça, finalement, ça ne s'est jamais arrêté puisque tu continues à être youtubeuse. Et comme tu nous le disais, maintenant, en plus, tu as un emploi à côté. Et je voulais savoir justement comment est-ce que ça se passe pour toi pour l'écriture. Est-ce que tu consacres du temps à l'écriture chaque semaine? Est-ce que tu as des créneaux que tu as réservés pour ton écriture? Est-ce que tu fais ça un petit peu quand tu as du temps? Comment est-ce que ça se passe si on venait chez toi et on essayait de voir comment est-ce que tu écris tes romans? Alors, je ne suis pas quelqu'un de routinier dans la globalité. C'est-à-dire que j'aime plutôt, me laisser surprendre un petit peu par mes journées et cetera. Alors bien sûr, j'ai des impératifs, voilà, la vie de tous les jours et que je partage avec tout le monde, j'imagine. On a tous des horaires à respecter et cetera, mais je suis quelqu'un de plutôt, libre et j'ai très peu de routine dans ma vie quotidienne. Par exemple, certains vont prendre un café tous les matins. Moi, un jour, je vais prendre un café, un autre, je vais prendre un thé, un autre, j'ai pas envie du tout de prendre T'as une pas de boisson chaude. rituel en fait. J'ai pas de rituel, T'es ouais. pas quelqu'un avec des rituels. Ok. Ou du moins, mes rituels sont très courts. C'est-à-dire que je vais avoir un rituel pendant une semaine où je vais faire, par exemple, je sais pas, je vais découvrir le thé matcha. Je vais me faire un thé matcha tous les soirs parce que, voilà, c'est le rituel du moment, mais je sais aussi que je me lasse très vite de mes rituels. Et c'est pareil en écriture, bien que depuis quelques années, parce que ça devient de plus en plus professionnel pour moi, j'arrive à m'instaurer quand même des moments d'écriture réelle où je me dis, bon, ben, de telle date à telle date, je sais que je dois produire tant de mots par jour, par exemple, au minimum. Et du coup, je m'instaure comme ça des rituels où j'essaie en tout cas de faire en sorte d'avoir un moment d'écriture dans ma journée et de prendre en compte surtout mon emploi du temps autre. C'est-à-dire, par exemple, sur une semaine, admettons, je vais travailler le lundi, le mardi et le jeudi, par exemple, pour une autre activité. Et ben, je sais que ces jours-là, même si je veux écrire, ça veut dire que je ne pourrais pas écrire du tout parce que parfois j'écris le soir en rentrant du travail. Je sais que je ne pourrais pas être aussi exigeante que je le suis les jours où je suis totalement dédiée à l'écriture ou simplement où j'ai une journée de libre. Tu as Donc, un planning assez flexible en fait. ouais, Tu sais ce que tu as à faire. Tu exactement. gardes une trace quand même de ce que tu dois faire, mais tu ne te prends pas la tête. Exactement. Et là, par exemple, je sais que j'ai pu consacrer mon mois d'août à l'écriture de mon nouveau manuscrit. Voilà, je savais que j'aurais tout le mois d'août pour le faire, qu'il me restait environ 35 000 mots à écrire. Bon, bah voilà, je sais que j'ai pu consacrer suffisamment de temps à ce manuscrit-là et que là, bah, août n'est pas encore terminé. Et bah, du coup, j'ai pu terminer mon manuscrit il n'y a pas très longtemps, il y a 4 jours, je crois. Mais du coup, tu essayes quand même d'écrire tous les jours. C'est quelque chose que Ouais, quand je suis en tu période essayes de d'écriture, faire. ouais. Ouais, ouais. D'accord. Je dis Et pas que tu j'écris tous les jours de l'année, mais par exemple, je sais que j'aime beaucoup écrire. J'ai remarqué que mon flux d'écriture était plus évident, qu'il était plus facile entre le printemps et l'été. D'accord. Voilà, donc je sais que j'apprécie d'écrire sur cette période-là, peut-être parce que les jours rallongent et que du coup, il y a le soleil plus longtemps et que je me sens beaucoup plus en énergie, j'en sais rien. Euh, mais je sais que je vais être plus flexible, disons, en hiver, parce que je sais que dès qu'il fait nuit à 18 h, je ne suis pas dans un mood forcément pour écrire. Et pour enfin, avoir écrit dans ces périodes-là et m'être forcée à le faire, je sais que c'est pas forcément en accord avec. Au choix, tu Ouais, préfères ne pas le faire. ouais. D'accord.
Et pour ce nouveau roman que tu es en train d'écrire, est-ce que tu l'as fini du coup? Est-ce que tu es arrivé au Ouais, bout de... j'ai Génial, terminé la c'est intéressant. première version. J'ai terminé la première version, donc là, il va partir chez mes bêta lectrices, il y a que des femmes sur celui-ci. Donc mes bêta lectrices, normalement, elles vont pouvoir le lire d'ici peu. Donc j'ai terminé la première version, donc la version Ouais. imparfaite. Donc oui, voilà, je suis assez contente parce que ça s'est écrit très, très vite et là, je suis hyper surprise de moi-même parce que, je me considère pas comme une autrice rapide. J'aime prendre mon temps. Souvent, j'écris peu, en fait, en termes de quantité de mots. Je passe beaucoup de temps à réfléchir, je passe beaucoup de temps à rêvasser quand j'écris et là, bizarrement, ça a coulé presque de mes doigts. Donc c'est un projet, particulier et je suis assez surprise et fière. Donc ouais, je l'ai terminé il y a peu de temps. Félicitations. Et c'était le sens de Merci. ma question. En fait, je voulais savoir si l'expérience d'écriture que tu avais eue sur ce dernier projet, elle avait été différente de celle que tu avais eue sur tes 3 derniers tomes. Et ce qu'on peut dire, alors à moins que tu renouvelles l'expérience et que ton 5e livre, tu as l'impression que tu l'écris encore plus vite et plus facilement que les Bah, 4 autres, le prochain mais projet ouais. le prochain projet est une nouvelle, donc en fait, oui, je vais D'accord. l'écrire beaucoup plus vite. Mais c'est de la triche du coup. Mais là où je voulais en venir, c'est que des fois, on va pas avoir en fait les mêmes expériences d'écriture Non. selon les romans, selon les projets, et c'est pas grave. Il faut pas que je voudrais que nos auditeurs ils retiennent ça, que c'est pas parce qu'il y a un projet ou sur lequel vous avez l'impression que vous galérez un peu plus. Mmh. Et là, je parle dans le sens de peut-être mettre plus de temps à écrire, peut-être mettre plus de temps à trouver les mots qui vous plaisent, qu'il y a Ouais. quelque chose qui va mal en fait. Et Bah, évidemment, je vous souhaite à tous que vous ayez l'expérience d'Alison et que, au contraire, vous vous dites, mais j'ai assuré et je me surprends moi-même. Mais des fois, c'est dans le sens inverse et il bah, faut pas penser si que les choses vont mal. Si je me surprends, c'est pas toujours comme ça, pour le coup. Mais du coup, je suis ravie de ta question parce que alors j'en parle énormément sur ma chaîne YouTube parce que je fais pas mal de vlogs écriture où du coup les gens me suivent un petit peu quasiment au jour le jour dans mes expériences d'écriture. Je l'ai fait pour le tome 3 des Chroniques Homérides et je l'ai fait ici pour ce nouveau projet. Et en fait, comme tu le dis, enfin, moi de mon expérience en tout cas, donc là j'en suis au 4e roman, aucun aucun de mes romans, enfin, disons, je n'ai pas eu la même expérience pour chacun d'eux, en fait. Le premier tome, je l'ai dit, ça s'est passé sur plusieurs années. J'ai galéré un petit peu à poser mes jalons. J'étais encore hyper novice à l'époque, même si c'était pas du tout le premier roman que j'écrivais. C'était le premier vraiment un peu abouti et j'avais encore plein de doutes, plein de choses qui m'empêchaient un petit peu d'avancer comme je le voulais, ou je revenais en arrière, etc. Donc, très, très particulier. Le tome 2, j'avais la pression parce que le tome 1 était sorti, que j'avais déjà les retours de lecteurs et qu'il fallait que j'écrive cette suite. Et le tome 3 encore plus parce que du coup, c'était la finalité de ma trilogie. Et alors, j'en ai parlé beaucoup sur YouTube et sur les réseaux sociaux. J'ai eu un énorme blocage au niveau du tome 3 parce qu'en fait, un petit peu syndrome de l'imposteur plus, où je me disais, ouais, les gens attendent beaucoup de moi et je ne sais pas si je vais les contenter, etc. Donc, je me suis enfermée dans cette espèce ouais, de brouillard, etc., qui m'a handicapée pendant, euh, je vais refaire ma phrase, cette espèce de brouillard je recommence. Donc, c'est vrai que je me suis enfermée dans cette espèce de brouillard qui m'a un petit peu paralysée pendant Des mois. ouais, des mois, parce qu'il s'est passé, je crois, presque 3 ans entre la sortie du tome 2 et du tome 3. Et en fait, je sais que le tome 3, je l'ai écrit quasiment en 4 mois. Donc, en fait, les 4 derniers mois d'écriture ont été les les plus intenses. En même temps, c'est là où je me suis remis un petit peu dans le bain. Et tout ce que j'avais écrit avant, en fait, il s'était passé presque 1 an et demi. J'ai galéré. J'ai vraiment galéré. J'ai pas gardé beaucoup de choses. J'ai tout revu, etc. Et en fait, il y a un conseil que m'a donné quelqu'un, mais on en reparlera parce que je sais qu'il y a une question en ce sens après. J'ai le droit de dire ça d'ailleurs? C'est pas grave, peu importe, t'inquiète pas. Toutes les personnes que j'interviewe, elles me font le coup. C'est-à-dire, elles disent non, non, mais je sais qu'il y aura une question comme ça, on reviendra dessus. Ok. Donc t'inquiète pas, j'ai l'habitude. D'ailleurs, ouais, bon, je recommence du coup la phrase du début. D'ailleurs, il y a un conseil que m'a donné une amie dont je reparlerai peut-être plus tard, parce que c'est pas le moment, qui a permis
qui m'a fait avoir un déclic et qui m'a permis vraiment de terminer ce tome 3 et qui m'a beaucoup aidé aussi dans l'écriture du nouveau projet. Mais du coup, ouais, chaque expérience est différente. Et Que t'as dit ton ami, du coup? hein Qu'est-ce qu'a dit ton ami? Quel était ce conseil? ce conseil, c'est justement, elle m'a dit, écoute, arrête de chercher la perfection dans ton premier jet, ce n'est qu'un premier jet. Et surtout, surtout, le conseil numéro 1, ne jamais, jamais, jamais revenir en arrière tant que tu n'as pas terminé ton projet. C'est-à-dire que maintenant, depuis le tome 3, je ne relis aucune phrase de mon manuscrit avant d'avoir posé le point final. Mais aucune. Enfin, peut-être si quand je coupe en plein milieu d'un chapitre et qu'il faut que je revienne dessus, je vais relire les paragraphes précédents. Mais vraiment, c'est une version alpha plus. C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui manquent, peut-être pas des phrases, des mots qui manquent, des tournures de phrases qui ne veulent rien dire, des fautes, il y a des choses que j'ai pas dit, que j'ai mal dit, que j'ai... Voilà. Mais je le sais et je me suis défait en fait de cette attente un peu de perfection que j'avais de mon premier jet avant. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, c'est exactement un conseil qu'on donne justement sur le podcast ou dans le cadre de la formation. Alors déjà, évidemment, se défaire du perfectionnisme, mais vraiment voir le premier jet comme un brouillon. Et je sais bien que ça va dépendre de la façon de travailler de chaque auteur que d'arriver justement à ne pas se relire et ne pas éditer son texte au fur et à mesure. Il y a des personnes qui font comme ça et ça marche pour elles, mais quand on sait qu'on a cette tendance perfectionniste, quand on sait qu'on perd beaucoup de temps en fait parce qu'on veut faire absolument de son premier jet pas un brouillon justement, mais une version aboutie. Notre conseil, ça va être exactement le même que toi et que celui que ton ami t'avait donné, de ne pas se relire, quoi, d'aller jusqu'à la fin de l'écriture pour avoir mis toutes ces idées sur le papier au moins une fois. Et c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile, mais d'ailleurs dans le tome 3, j'ai carrément ajouté un personnage en cours de route où je savais que je devais l'ajouter. Enfin, je vais carrément lui consacrer presque un chapitre avant, genre 10 chapitres avant peut-être. Je savais que je devais le faire, mais en fait, je l'ai simplement noté dans un carnet. Et je me suis dit, ça, ce sera pour la version numéro 2, parce que de toute façon, chose qu'on ne sait pas trop quand on est débutant, ça, j'aurais vraiment aimé le savoir au tout début. On va le relire une centaine de fois, notre bouquin. Peut-être pas une centaine, mais on va le relire beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et on aura le temps, en fait, de voir si, oui ou non, on a besoin de modifier, si oui ou non, on a besoin de rajouter ce fameux chapitre auquel on a pensé. Des fois, on n'a peut-être même pas besoin de le rajouter, ce chapitre. Voilà, c'est une idée qui nous vient sur le moment. Peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle n'est pas bonne, peut-être qu'il faut la tourner différemment. Et en fait, on ne peut pas avoir la maturité dessus avant Tout à fait. le point final, quoi. Tout à fait. Le fait d'avoir son texte dans sa globalité, ça va nous donner un regard complètement différent sur ce dont on a besoin en fait pour notre texte. Après, je pense qu'il est peut-être utile de dire qu'il y a des personnes qui ont peur en fait de devoir relire leur livre plein de fois. Oui, je sais. Moi, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes auteurs qui ont peur du boulot à faire. Et je juge pas ça parce que oui, c'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de boulot. Et de devoir se dire putain, déjà, j'ai bien galéré à l'écrire une première fois, mon bouquin, et maintenant, tu me dis qu'il faut que je le reprenne entièrement quatre fois de plus. Ouais. Mais Donc, c'est complètement l'état d'esprit que j'avais avant. C'est complètement l'état évidemment qu'on d'esprit. Ouais. comprend que c'est compliqué. C'est compliqué de se dire il y aura beaucoup de travail encore à faire une fois que j'aurai fini ce premier jet. Et je ne sais pas comment toi, ça s'est débloqué par rapport à cette idée première, mais moi, ce que je dis à nos élèves ou à nos auditeurs, ça ne sera pas exactement le même boulot, quoi. Ne vous inquiétez pas, Non, vous ouais. n'aurez pas à réécrire votre livre complètement chaque phrase. Ce n'est pas ça, en fait, que vous aurez à faire ensuite. Bah, en fait, c'est vrai que déjà, je pense que le déclic, ça a été vraiment le conseil de mon amie qui a vraiment, elle n'y est pas allée de main morte. Hein. Je pense qu'elle se reconnaîtra si jamais elle écoute ce podcast. Et je la remercie, mais plus, vraiment du fond du cœur pour m'avoir donné ce conseil parce que je crois que c'est le plus gros déclic que j'ai eu de toute ma vie d'autrice. Et en fait, j'ai vu que ça avait fonctionné, tout simplement. L'expérience a fait son chemin, en fait. J'ai vu que pour le tome 3, ça m'avait aidé, mais vraiment, parce que j'étais bloquée. Hein. J'étais à deux doigts d'abandonner. En plus, je culpabilisais de le faire parce que je savais que mes lecteurs attendaient. Je ne suis pas Lady Gaga non plus, hein, mais bon, bref. Mais quand même, tu avais tes lecteurs qui attendaient le tome 3. Ouais, exactement. Et du coup, j'avais non seulement la pression de finir mon histoire comme je l'avais imaginé à la base,
j'avais cette attente des lecteurs qui, alors c'était des mots gentils la plupart du temps, hein, mais me demandaient comment avancer le tome 3, si la suite allait être publiée bientôt, etc. Chose que j'appréciais parce que c'est gentil, ça démontre d'un intérêt, c'est Mais génial. ça Mais te à mettait côté de un ça, bon coup de pression. exactement. Et en même temps, j'avais ce besoin de finir mon histoire en ayant tout raconté, ou du moins en ayant raconté ce que j'avais envie de raconter. Et à un moment donné, je me suis perdue et j'ai pas peur de le dire. Je pense que ça m'a déclenché une petite déprime aussi et que ça aide pas et que voilà. Mais du coup, d'avoir eu ce conseil à un moment donné et le soutien aussi d'autres autrices, d'autres auteurs, parce que du coup, chose que j'aime bien faire aussi, j'en ai pas parlé dans la question sur les rituels, mais j'aime beaucoup écrire en groupe aussi. Donc Faire du coworking, faire ouais, des j'ai séances ma meilleure d'écriture amie qui collective. écrit. Voilà, exactement. Donc, soit on se fait des sessions d'écriture à distance avec une application qui s'appelle Forest. Donc, c'est une D'accord. application en fait qui, alors, on l'utilise pour l'écriture, mais ça peut s'utiliser pour n'importe quoi. En fait, c'est un timer qui nous permet de planter des arbres. Alors, c'est des arbres fictifs, bien qu'il y ait une possibilité de planter des vrais arbres quand on est arrivé à un certain seuil voilà, d'heures passées sur l'application. Ils nous disent qu'on a planté un arbre quelque part dans le monde, donc c'est déjà super. Mais en gros, voilà, on peut se faire un timer commun, c'est-à-dire qu'on va créer une salle, lancer, je ne sais pas, bon, un timer de 40 minutes, par exemple, et on sait que pendant ces 40 minutes-là, on écrit ensemble, en fait. Chacun de notre côté, mais on sait que l'une et l'autre, ou plus, quand on est plusieurs, on écrit au même moment. Et à la fin de chaque session, en général, on se fait un petit débrief voilà, sur un messenger ou quoi, enfin peu importe où on discute. Et du coup, c'est hyper motivant. Euh, et du coup, j'ai perdu le fil de la question. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment quelque chose qu'on encourage en fait. Le coworking, enfin le fait de travailler à plusieurs, il n'y a rien de plus remotivant. Ça casse la routine, ça te force à avoir quelqu'un qui, tu sais, en anglais on dit accountability partner et j'ai jamais Mm. trouvé un équivalent en français, mais en gros, devoir des comptes à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile de se laisser procrastiner ou de repousser ce qu'on a à faire si on a rendez-vous avec quelqu'un qui est là et qui travaille en même temps que nous. Donc, c'est vraiment une bonne façon de faire ce qu'on s'est dit qu'on allait faire et en plus de le faire de manière ludique et de recréer de la motivation. Surtout quand c'est tes potes, surtout quand c'est des gens avec qui tu aimes passer du temps. Et bonus si ces personnes habitent loin et que justement, c'est une façon de passer du temps avec elles. Mais ce que je trouve d'autant plus intéressant dans l'expérience que tu nous as relatée et dans ces difficultés que tu as eues avec ton tome 3, c'est de montrer à nos auditeurs que euh, du moment que tu es publié, du moment que tu es enfin rentré dans la cour des grands, et je dis ça avec des gros guillemets, mais dans le sens où voilà, tu fais ce pas vers ton rêve de devenir écrivain, de devenir un écrivain professionnel, et ben malheureusement, les blocages, ils ne s'arrêtent pas en fait. Il y aura d'autres difficultés, il y aura d'autres blocages, il y aura d'autres problèmes de légitimité et que si on n'a pas réglé des choses quand notre tome 1 est sorti, eh ben, elles vont réapparaître en fait sur les prochains romans. Ou alors, des choses qu'on a réglées pour le tome 1, il y aura d'autres blocages qui peuvent survenir par la suite. Et bon, je prêche un peu pour ma paroisse parce que les gens qui ont l'habitude d'entendre ma voix sur le podcast, ils savent maintenant que moi, j'interviens autour de tout ce qui va être le dev perso pour les auteurs. Donc, les aider justement pour le perfectionnisme, pour la perte de motivation, pour le syndrome de l'imposteur. Donc, tout ce que tu me dis, c'est une manière pour moi d'enfoncer un peu le clou auprès des auditeurs et de leur rappeler qu'il faut qu'ils s'occupent de ça en fait. La technique, c'est génial. Faites tout ce qu'il faut pour améliorer pour votre écriture, pour faire de vos romans la meilleure version que vous voulez qu'ils soient, mais prenez un peu de temps pour déblayer ce qui se passe dans vos têtes en fait. Ça va vraiment vous permettre d'avancer, de ne pas avoir l'impression justement qu'il y a des mois qui passent sans que vous fassiez ce qu'il faut faire et surtout que ça se passe mieux en fait cette expérience d'écriture, cette expérience de publication et que vous soyez pas que vous la viviez pas comme un échec ou comme au contraire ce que tu décrivais, une période qui est difficile parce que tu as toute cette pression, cette tension et cette perte de légitimité. Donc, Complètement, je suis complètement d'accord, d'autant que ça reste un métier artistique. Et on le sait, l'art, enfin, en plus, c'est un des sujets de mon roman, enfin, du roman que je viens de terminer. d'accord. C'est extrêmement lié à l'estime de soi. Enfin,
effectivement, chaque jour, on va douter de son travail et chaque jour, on va en être content aussi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et je peux passer 1 heure à être ravie de ce que j'ai écrit et puis l'heure d'après, j'ai envie de tout jeter à la poubelle. Donc c'est enfin, peut-être pas jusque-là parce que je sais aussi que je le veux pas vraiment finalement, le jeter à la poubelle, mais c'est vrai que je pense que comme enfin, je dois pas être la seule autrice à t'avoir dit ça, hein. Je pense qu'on se rejoint pas mal Généralement, les sur auteurs, ce ils sont point-là. tous plus ou moins d'accord, oui, sur le fait que ça va être compliqué, en fait. Ça va être compliqué à gérer mentalement, d'où il faut bien se protéger quelque part, prendre du temps pour soi et ne pas hésiter à en parler, pas hésiter à s'entourer de personnes avec qui on va pouvoir parler de ses difficultés, de ses blocages. Surtout ne pas avoir l'impression qu'il y a un problème avec soi-même, en fait, que c'est juste toi bah voilà, qui ressent des choses que personne d'autre ne ressent et que tu es coupable d'une façon ou d'une autre parce que pour tout un tas de raisons. Donc, ne pas hésiter à coupler la séance d'écriture collective, là, celle dont on a parlé tout à l'heure, avec un petit peu de débat, de discussion avec ses copines et ses copains Mais auteurs c'est pour... c'est c'est presque, j'ai obligatoire qui me vient comme mot, mais c'est en fait, ça découle, de ces expériences-là, en fait. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire des retraites écriture avec plein d'autrices. On était 6, je crois, la dernière fois, ou de le faire régulièrement à distance ou bien simplement avec ma meilleure amie quand elle vient chez moi, voilà, ou que je viens chez elle, on se fait des séquences d'écriture. Hem, En fait, ça n'arrive jamais qu'on fasse que écrire et souvent, c'est pas là où on écrit le plus. Faut dire ce qui est. Souvent, on va relever la tête et on se pose une question et au lieu de se la poser à soi-même, on va la poser à la personne en face. Ou bien, quand on n'est pas, physiquement avec elle, moi, c'est souvent que je m'arrête et que je vais, sur Messenger lui écrire: «Bon, ben, voilà, j'ai cette scène-là, j'y réfléchi de telle manière, mais je suis pas sûre de moi. Est-ce que, voilà, est-ce que je l'aborde dans le bon sens ou pas?» et de recueillir parfois son avis ou simplement qu'elle me dise: «Hé, du calme. Franchement, ce que tu as écrit, c'est pas mal. Ce que tu as bossé aujourd'hui, c'est pas mal. Tu as déjà écrit suffisamment.» Ou par exemple, bah, quand j'ai l'impression que j'ai pas bossé assez, que je devrais bosser plus, que je suis en retard sur ma deadline, là aussi, elle est là pour me rassurer. Donc, c'est ces expériences-là d'écriture collective, elles vont au-delà de simplement de la production pure. Et c'est pas ça en général qu'on recherche, parce que pour produire, on peut le faire chez soi tout seul, on a besoin de personne, entre guillemets. C'est Et vraiment le conseil, ouais. le lien. Et c'est intéressant l'exemple que tu as choisi parce que ça me permet de renchérir et de dire que aussi n'ayez pas peur de demander des conseils sur votre texte à d'autres personnes. Souvent, j'ai des jeunes auteurs en fait qui ont l'impression que s'ils partagent des choses sur leur texte ou s'ils demandent conseil à une autre personne, ils trahissent en fait leur texte et ils auront plus écrit leur roman tout seul et quelque part ils seront des faux auteurs. Mais il faut bien se rendre compte que la plupart des auteurs, en fait, à un moment, ils lèvent le nez et puis ils voient leurs potes et ils leur disent tiens, j'avais pensé à telle scène ou j'avais pensé partir sur telle idée, qu'est-ce que tu en penses? Il ne faut pas avoir peur de demander le conseil de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle va écrire le livre à votre place. Donc Ah ouais. voilà, c'était Non, au juste un. contraire. Bien sûr, non, non, c'est notre vision des choses et ça me fait penser d'ailleurs au retour édito. Il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'un éditeur va nous demander de changer telle ou telle chose, du coup, ça ne devient plus entièrement notre livre. Beh, non, parce qu'en fait, ça reste, des conseils, ça reste notre version, ça reste notre appréciation aussi du conseil qui nous est donné et parfois ça réveille quelque chose de plus en nous, parfois voilà. Donc effectivement, c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant et je pense que, Heu, de toute façon, enfin la vie en soi, en fait, de toute façon, nous offre aussi des opportunités, des conseils qui vont nous servir dans notre écriture. Je veux dire, avant d'être auteur, on reste des humains, en fait, tout simplement bah, on va se nourrir de plein de choses, quoi. Tu nous disais que tu faisais des vlogs d'écriture sur ta chaîne YouTube, que tu Oui, avais commencé à multiplier en fait le contenu autour vraiment de l'écriture plus que de la lecture. Et ça serait intéressant que tu nous dises si tu avais l'impression que ça t'avait aidé pour ton écriture. Est-ce que ça te permet surtout de te motiver? C'est une aide à la motivation? Est-ce que ça complètement. t'aide aussi à avoir du lien avec tes lecteurs? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, alors déjà, moi, de base, j'aime beaucoup ce format des vlogs chez d'autres personnes, que ce soit sur l'écriture ou sur d'autres sujets, hein. Je consomme beaucoup de choses, hem, beaucoup de contenus, différents, je m'intéresse, comme je l'ai dit, à l'art, je m'intéresse à plein de choses et je trouve que ce format vlog, c'est ce qui, pour moi, est le plus authentique, c'est le moins
travailler entre guillemets. On est face à sa caméra et on va donner un ressenti. En tout cas, c'est comme ça que moi je le fais. En général, quand je filme une séquence de vlog, je sors tout juste d'une séquence d'écriture et je suis encore presque imbibée dedans et du coup, j'ai mon ressenti à chaud. Et au départ, j'ai souvent hésité à le faire parce que je me suis dit, bon, ça m'intéresse que moi finalement, ou mes amis, etc. Et en fait, je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires positifs, de plus en plus de gens qui me demandent, voilà, quand est-ce que va sortir le prochain vlog, etc. Et qui sont en plus vraiment au rendez-vous, d'autres gens qui me disent que ça les motive également. Donc, il y a ce côté, encore une fois, communautaire qui est hyper intéressant. Et en plus de ça, comme tu le dis, oui, ça me motive parce que j'ai commencé ce vlog. Donc, ça veut dire que je suis obligée, entre guillemets, de, de répondre, enfin voilà, de continuer à écrire, en fait, tout simplement. Et je suis pas, enfin, si, quoique je me sens peut-être un peu redevable parfois aussi en me disant, bon, ben, j'ai commencé à parler de ce projet, ben, maintenant, va peut-être falloir C'est la que. fameuse pression, mais cette fois-ci, ben, c'est celle que tu avais, Mais t'avais positive. envie de Ouais, te mettre à toi-même, quoi. ouais, complètement. D'accord. Et effectivement, ça motive. Ça motive de fou. Et bah voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et en plus de ça, si ça plaît aux autres et que ça peut aider aussi parfois d'autres personnes, c'est encore mieux, quoi. Moi, je me demande comment tu trouves le temps de tout faire, en fait, très honnêtement. Et, Oh, mais et écoute, j'aide je ne nos dors plus. élèves sur l'organisation et le planning, hein, donc je me doute que c'est bien possible. Mais je rappelle donc que tu as ton emploi, que tu as ton travail d'écriture, mais aussi que tu tiens cette chaîne et cet Insta, et donc que tu dois lire beaucoup, parce que je Oui, suppose que tu dois continuer à maintenir quand même un certain nombre de contenus autour de la lecture. Donc oui, et peut-être un petit peu moins qu'avant, parce que du coup, effectivement, par la force des choses, je suis forcément obligée de gérer mon temps comme je le peux. Donc, l'écriture prend beaucoup de temps dans mon quotidien. Donc, la lecture peut-être un peu moins. J'ai remarqué que les phases où j'écris beaucoup sont les phases où je lis peut-être un peu moins et inversement. Ben voilà, enfin, je fais partie de ces personnes qui aimeraient que les journées fassent 72 heures, mais je suis sûre que si elles faisaient 72 heures, elles seraient encore remplies au taquet. Donc, je suis pas sûre que ça aide beaucoup, beaucoup plus. mais bravo en Après, tout cas. Enfin, je trouve que ça, c'était important de se dire que on voit tout le boulot que tu as bas, quoi. Donc bravo. ouais, alors après, c'est vrai que du coup, je suis quelqu'un, je pense, de très périodique. Je sais pas si je peux vraiment, si ça traduit vraiment ce que je veux dire, mais parfois, je vais être un petit peu moins active sur les réseaux sociaux, parfois, je vais être un petit peu moins sur l'écriture. Donc, en fait, je sais que je marche par phase. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, donc je vais continuer. J'ai deux questions encore que je voudrais te poser, Alison. Ouais, La première, je voudrais qu'on revienne sur le thème en fait de cette trilogie que tu as sortie autour du mythe homérique, on va dire, autour de la ouais, mythologie grecque. ouais. Et est-ce que ça a été difficile de réfléchir à comment transposer un mythe comme ça, qui est connu en plus, quelque chose où vraiment, dans l'univers populaire, c'est vraiment des histoires qui sont connues de tous les lecteurs, ou en tout cas d'une grande partie des lecteurs, et de les transposer dans un univers urban fantasy, dans du moderne. Est-ce que c'est quelque chose qui a été plutôt, on va dire, très facile pour toi de le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur? Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es partie sur cette histoire plutôt qu'une autre? Alors, la mythologie, en règle générale, m'a toujours fascinée, que ce soit la grecque, que ce soit l'égyptienne, que ce soit la celte un petit peu plus tardivement, la nordique également. J'ai toujours aimé les histoires dans tous les cas. Et en fait, je crois qu'il n'y a rien qui m'excite plus quand j'écris sur le sujet que d'essayer de trouver le moyen de le moderniser ou de le raconter différemment ou de l'arranger à ma sauce. Je crois que c'est ce qui m'excite vraiment le plus quand je suis en train de construire une histoire, et notamment les chroniques homérides. C'est ce que j'ai adoré faire. J'ai des carnets pleins enfin, j'ai 2 carnets d'écriture quasiment tous, enfin, pleins, de A à Z, sur toutes mes idées, certaines que j'ai exploitées, d'autres que je n'ai pas encore exploitées ou que enfin, peut-être que je n'exploiterai jamais, j'en sais rien. Mais je sais pas, c'est un truc qui me fascine vraiment d'essayer d'adapter ces histoires qu'on connaît tous, certaines connues, certaines un peu moins connues, mais vraiment de leur donner une seconde vie un petit peu, comme un vêtement qu'on transformerait ou j'en sais rien, mais d'essayer de les adapter un petit peu en tout cas à mon idée, c'est un truc que j'adore. Et je ne saurais pas vraiment expliquer comment je fais parce que bah, c'est C'est impalpable, ton je talent saurais pas. d'autrice. Oui, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien faire en tout cas.
Ma dernière question, c'était forcément la question de base, le conseil que tu pourrais donner à des auteurs qui se lancent ou le conseil que tu aurais voulu avoir. Alors, on en a un petit peu parlé, tu Oui. l'as teasé tout à l'heure en disant que le fait qu'on te dise n'oublie pas, le premier jet, c'est un brouillon, c'était vraiment un des conseils principaux pour toi et celui qui t'a le plus Ouais. aidé. Est-ce qu'il y a un autre conseil qui te vient en tête comme ça, quelque chose que tu voudrais transmettre à nos auditeurs? Bah, je pense qu'on a un petit peu parlé de tout ça, de tout ce qui m'a aidé. Donc effectivement, ce fameux conseil de se détacher de la perfection du premier jet, ça c'est vraiment pour moi, ça a été un vrai déclic. Je crois que ça s'est entendu dans mon discours. Donc ça, c'est vraiment une première chose. De ne pas avoir peur de se relire parce que je sais que ça, comme tu le disais, on peut être confronté, enfin, on peut avoir l'impression d'avoir une masse de travail à accomplir alors qu'on vient déjà de donner tout ce qu'on a. Et en plus de ça, je sais que cette phase-là de relecture, elle fait appel à énormément de confiance en soi parce qu'on va être confronté à des choses qui ne nous plaisent pas forcément toujours et des fois, on a l'impression que c'est pas bon. D'autres fois, on est au contraire surpris en se disant ah, voilà, c'est moi qui ai écrit ça. Mais je sais que cette phase-là, elle n'est pas facile. Cela dit, comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est pas le même travail. En fait, on a vraiment le squelette, on a déjà la base, et en fait, on va simplement devoir aller chercher deux, trois détails, enfin, peut-être plus parfois, mais c'est vraiment un travail très différent. Donc, vraiment, ne pas avoir peur de ce travail-là. Et ensuite, d'écrire en groupe. Hein, je crois que ça s'est entendu dans nos derniers échanges, euh, que pour moi, c'est très porteur. Voilà, D'accord. de trouver une amie, un ami ou même des inconnus parfois, hein, des gens qui écrivent, on peut rencontrer comme ça à des ateliers d'écriture ou peu importe dans des salons et ben, essayer de capitaliser son temps d'écriture avec d'autres personnes et de se nourrir en fait de cette effusion que ça peut créer. C'est, en tout cas pour moi, je trouve que c'est assez, ça a apporté ses fruits. Merci Alison. J'aimerais qu'on finisse avec quand même ton actualité. Donc tu nous as dit en avant-première même que tu venais de finir le premier jet de ton Ouais, prochain ouais, ouais. manuscrit. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bah, bien sûr, oui. Donc effectivement, mon actualité, donc là, le tome 3 des Chroniques homérides est sorti en avril, donc ça reste mon actualité. Donc le prochain salon Comment où il je serai, s'appelle? Vas-y, le titre exact de ce tome 3. il s'appelle La marque de Chronos, La marque de Chronos, aux éditions du Chat Noir, donc. aux éditions du Chat Noir, donc qui est sorti le 14 avril 2022. Un roman d'urban fantasy sur fond de mythologie grecque. Grec, exactement. Voilà. Qui est donc la fin de cette histoire que j'ai commencé à écrire en 2012. Donc là, on va entamer une nouvelle session de salon. Du coup, le prochain salon auquel je participe, donc, ce sont les Aliénales le 1er octobre, je crois. Donc, on pourra me retrouver ici et peut-être dans d'autres salons, mais ça, je donnerai toutes les informations de toute façon, soit sur YouTube, soit sur mon Instagram, donc Lily Bookin, hein, Lily Bookin, comme ça s'écrit. Donc, effectivement, je viens de terminer un nouveau projet qui est totalement différent de ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent, puisque il n'y a pas de fantastique. C'est vraiment un projet contemporain. C'est une romance feel good sur fond de voyage, avec une grosse thématique autour de l'art, puisque donc mon personnage est peintre. Euh, Elle est peintre, mais elle n'a jamais montré quoi que ce soit à personne, à part à sa meilleure amie et à quelques petits privilégiés, puisqu'il y a une histoire de communauté sur Internet avec laquelle elle accroche beaucoup et qui la motive également. Euh, et donc, cette histoire, voilà, ça se passe en Grèce également, parce que du coup, j'ai dit, ça parle du voyage. Donc, j'ai eu besoin de placer ce roman dans un pays qui me tient à cœur. Hein, donc, je crois que ça n'est plus à démontrer que la Grèce est un pays qui est très cher à mon cœur. J'y suis allée moi-même d'ailleurs en février 2020 et je pense que c'est ça qui a pas mal inspiré ce nouveau projet. Donc, c'est un projet que j'ai écrit un petit peu sans filet. J'avais besoin d'écrire cette histoire-là. Pareil, j'avais la thématique, j'avais le personnage, j'avais tout ça. Et je l'ai terminé il y a peu de temps, donc c'est encore tout frais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire peut-être sur ce nouveau Bah, projet. c'est génial. Moi, je suis toujours partante sur les feel good et les, et les romances. Donc, je suis bien contente que ton prochain projet, ce soit un Ça a roman dans été, ce genre-là. ouais, ça a été une. Parce que du coup, j'en lis un petit peu. Ma meilleure amie est autrice de romance aussi, donc en fait, son soutien a été précieux pendant l'écriture de ce manuscrit. Et c'est quelque chose que j'avais encore moi-même jamais écrit, mais je me suis éclatée, mais voilà, vraiment, j'arrive tellement pas à le décrire parce que
Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a vraiment portée. Alors ça n'a pas été simple au départ parce que, voilà, j'ai mis du temps à me rentrer dedans, mais à partir du moment où j'étais rentrée, ça a découlé, tout seul. Génial, super. Alison, je te remercie d'avoir été avec nous et d'avoir partagé pour nos auditeurs. Écoute, on te retrouve sur Lily Booking, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Et Ouais, tout à évidemment, fait. j'encourage nos auditeurs à venir te voir en salon et à découvrir tes romans, tes chroniques qu'au mérite. Je Bah, dis à nos écoutez, auditeurs à bientôt. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à venir sur le site licar.fr, LICARES, pour rejoindre notre newsletter et avoir toujours plus d'anecdotes, de conseils et de petits mots de Lucie Castel toutes les semaines. À bientôt! merci, à bientôt. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins